L'année 1346 marque un moment de gloire absolue pour la Serbie. Étienne Douchan se fait couronner empereur des Serbes et des Romains à Skopje. Cet homme ambitieux règne sur un territoire qui s'étend du Danube à la mer Adriatique, englobant la Chalcidique, la Thessalonique et une partie de la Grèce. Les Serbes dominent les Balkans. L'Empire byzantin, affaibli par les luttes intestines et le sac de Constantinople en 1204, ne peut plus rien contre cette puissance montante. Douchan rêve de conquérir Byzance elle-même. Il envisage même une alliance avec les Turcs ottomans et les Vénitiens pour y parvenir. Mais l'empereur byzantin, menacé de toutes parts, commet une erreur fatale. Il appelle les Ottomans à son secours. Ces guerriers nomades venus d'Asie, établis en Anatolie depuis quelques décennies, débarquent en Europe à Gallipoli en 1354. Personne ne mesure alors que cette décision va changer le destin des Balkans pour les 5 siècles à venir. En 1355, Douchan meurt. Sans son autorité, l'Empire se désintègre rapidement. Les princes serbes, qui n'attendaient que cette occasion, s'émancipent du pouvoir central. Chacun veut régner en maître sur son domaine. Les querelles de succession déchirent le territoire. Cette fragmentation politique transforme la Serbie en une mosaïque de principautés féodales rivales, incapables de s'unir face à la menace ottomane qui se précise. Le 26 septembre 1371, une armée serbe affronte les Ottomans sur les rives de la Maritsa. Le prince Vukašin Mrnjavčević rassemble ses forces pour stopper l'expansion turque. La bataille tourne au massacre. Le fleuve rougeoie de sang. Vukašin et son frère sont tués. Les Ottomans anéantissent l'armée serbe. Cette défaite ouvre grand les portes des Balkans aux envahisseurs. Les conséquences ne se font pas attendre. En 1373, les Byzantins de Jean V Paléologue deviennent vassaux du sultan. Les Bulgares subissent le même sort. Le péril turc s'intensifie dans toute la région. Les princes locaux, divisés et affaiblis, ne peuvent plus résister efficacement. En Occident, le pape tente de déclencher une croisade, mais son appel restera sans réponse immédiate. Il faudra attendre 1396 pour voir une expédition chrétienne envoyée contre les Ottomans. Dans ce contexte chaotique, un homme émerge parmi les princes serbes, Lazar Rebeljanović. Né vers 1329 à Prilpac, fils du chancelier Pribac, Lazar a grandi à la cour de Douchan. En 1353, il épouse Milika, issue d'une branche de la prestigieuse dynastie des Nemanjić. Cette alliance lui confère une légitimité politique précieuse. À la mort d'Étienne Uroš Hank, en 1371, dernier représentant des Nemanjić, Lazar s'impose progressivement comme le plus puissant des seigneurs serbes. Lazar contrôle la Serbie moravienne, un territoire qui comprend les bassins de la Grande Morava, de la Morava occidentale et de la Morava méridionale. Économiquement prospère grâce aux mines d'argent de Rudnik et Novoberdo, militairement bien organisé, son État devient le cœur de la résistance serbe. Lazar se proclame successeur direct des Nemanjić et reçoit le soutien total de l'Église orthodoxe serbe. Mais la noblesse serbe ne le reconnaît pas comme suzerain suprême. Cette division persistante affaiblira fatalement la coalition qu'il tentera de former. En 1381, une armée ottomane pénètre sur le territoire de Lazar. La confrontation a lieu près de Dubravnika, à proximité de Paraćin. Les généraux serbes Krep et Vitomir commandent les troupes. La victoire est totale. Les chrétiens célèbrent ce succès dans tous les Balkans. C'est la preuve que les Turcs ne sont pas invincibles. 5 ans plus tard, en 1386, une nouvelle offensive ottomane se profile. Cette fois, le sultan Murad Ier lui-même mène l'expédition. L'affrontement se déroule près de Pločnik, sur les rives de la Toplica. Lazar intercepte l'armée turque et remporte une deuxième victoire décisive. Un chroniqueur serbe de l'époque rapporte avec satisfaction « Murad a peur, il s'enfuit ». L'armée ottomane subit de lourdes pertes et doit abandonner la campagne. Les Turcs ne peuvent même pas prendre la ville de Niš sur le chemin du retour. Ces 2 succès renforcent la position de Lazar parmi les princes chrétiens des Balkans. Ils démontrent qu'une résistance organisée peut contenir l'expansion ottomane. Pourtant, ces victoires locales ne doivent pas faire illusion. Pendant que Lazar repousse les Turcs sur son territoire, ces derniers accumulent les conquêtes ailleurs.
En 1383, Cérès tombe aux mains des Ottomans. En 1385, c'est Sofia qui est conquise. En 1388, Thessalonique succombe après un long siège. Les Turcs occupent déjà plusieurs anciens royaumes serbes, dont celui de Balcha II et celui de Vukašin. Grâce à ces nouveaux vassaux, le sultan dispose de réserves militaires considérables. L'étau se resserre méthodiquement autour de la Serbie de Lazare. Murad Ier est né en 1326 à Brousse. Fils du sultan Orhan et de Nilufer Hatun, une princesse byzantine convertie à l'islam, il monte sur le trône ottoman en 1362 après la mort accidentelle de son frère aîné, Süleyman Pacha. Son règne de 27 ans transforme un petit beylik anatolien en empire redoutable. Dès 1363, Murad s'empare d'Andrinople, qu'il rebaptise Edirne. Il en fait sa nouvelle capitale, marquant ainsi son intention de tourner l'Empire ottoman vers l'Europe. Les conquêtes s'enchaînent, la Thrace occidentale, la Macédoine, la Bulgarie. En 1371, ses généraux écrasent une coalition serbo-bulgare à Chernomène lors de la bataille de la Maritsa. L'empereur byzantin Jean V Paléologue, réduit à l'impuissance, accepte de devenir son vassal en 1373. Murad ne se contente pas de conquérir. Il bâtit un empire. Il crée le corps des janissaires, cette infanterie d'élite composée d'enfants chrétiens enlevés à leur famille, convertis à l'islam et formés au métier des armes. Il instaure le système du Devshirme, qui alimente en recrues ses troupes redoutables. Il formalise les structures administratives et militaires qui permettront à l'Empire ottoman de perdurer pendant des siècles. Le titre de grand vizir, de Beylerbeyi et de Kasiasker apparaissent sous son règne. En Anatolie, Murad étend son autorité jusqu'à Tokat et Ankara. Il soumet ou annexe les principautés turques de Djermiyan, Teke et Hamid. Quand une coalition de princes turkmènes menée par le Karaman tente de contenir son expansion, il la défait à Konya en 1386. Murad est un militaire brillant. Durant son règne, il mène 37 campagnes militaires et les remporte toutes. Mais en 1388, le sultan subit son premier revers sérieux. Une coalition de princes serbes et bosniaques l'arrête à Pločnik. Les Ottomans doivent se replier. La même année, le général bosniaque Vlatko Vuković, au service du roi Tvrtko Ier, met en déroute une armée turque menée par Lala Shahin Pacha lors de la bataille de Bilecça. Ces défaites ne sont pas catastrophiques pour Murad, mais elles montrent que la résistance chrétienne reste vivace. Le sultan comprend qu'il doit porter un coup décisif. Lazare sait que la confrontation finale approche. Depuis Pločnik, il est évident que Murad cherchera à venger son échec. Le prince serbe doit rassembler le maximum de force s'il veut avoir une chance de survie. Il multiplie les alliances matrimoniales pour cimenter ses relations avec ses voisins. Sa fille Théodora épouse le noble hongrois Nicolas II Garay vers 1387, scellant ainsi la paix avec le roi Sigismond de Hongrie. Une autre fille, Dragana, est mariée à Alexandre, fils du tsar bulgare Ivan Shishman, vers 1386. Son fils Stéphane est promis à un avenir de chef. Lazare place ses proches au poste stratégique. Son gendre Vuk Branković, qui contrôle le Kosovo et le nord de la Macédoine, accepte de combattre à ses côtés. C'est un allié puissant mais ambitieux. Les deux hommes sont rivaux politiques pour la suprématie sur les Serbes. Leur collaboration est davantage dictée par la nécessité que par une réelle confiance mutuelle. Cette méfiance réciproque aura des conséquences tragiques. Le roi de Bosnie, Tvrtko Ier, se joint également à la coalition. Ses propres terres sont menacées par l'expansion ottomane. Il envoie un contingent commandé par son meilleur général, Vlatko Vuković, celui-là même qui a vaincu les Turcs à Bilecça. Des Albanais, des Bulgares, des Valaques et peut-être des Hongrois répondent aussi à l'appel. La coalition rassemble donc diverses nationalités chrétiennes unies par le rejet de la domination ottomane. Lazare choisit de bloquer l'avancée de Murad au Kosovo, sur cette plaine qu'on appelle le Champ des Merles. La position est stratégique. Elle se trouve sur la route que les Ottomans doivent emprunter pour attaquer la Serbie en profondeur. C'est là que se jouera le sort de l'indépendance serbe. Au début de juin 1389,
une armée ottomane massive traverse le territoire de Constantin Dragaš et arrive dans la plaine du Kosovo, près de Pristina. Murad a mobilisé toutes ses forces. Les estimations varient, mais l'armée turque compte probablement entre 27 000 et 30 000 hommes. Elle comprend des Turcs d'Anatolie, des janissaires et des contingents fournis par les vassaux chrétiens du sultan, le prince serbe Marko Kraljević, ennemi de Lazare, et le prince bulgare Constantin de Velbouzd. Des émirs musulmans d'Asie mineure complètent les rangs. Murad dispose son armée selon un plan classique. Il commande personnellement le centre, où se trouvent les janissaires et sa garde de cavalerie. Son fils aîné Bayezid mène l'aile droite avec les troupes européennes, assisté du général Evrenoz. L'aile gauche est confiée à son autre fils, Yacoub, qui dirige les forces anatoliennes. Environ 1000 archers renforcent chaque aile. Selon certaines sources ottomanes, Murad fait même placer des chameaux en première ligne pour effrayer la cavalerie serbe. L'armée de Lazare est plus modeste. Les historiens l'estiment entre 12 000 et 30 000 hommes, mais le chiffre le plus probable se situe dans la fourchette basse. Lazare commande le centre. À sa gauche, Vuk Branković positionne ses troupes. À sa droite, Vlatko Vuković mène le contingent bosniaque envoyé par Tvrtko. Des chevaliers serbes, des fantassins, des archers composent cette armée hétéroclite. La nuit du 14 au 15 juin, Lazare réunit ses nobles pour un dernier banquet. L'atmosphère est lourde. Chacun sait que la bataille du lendemain sera décisive. Les légendes serbes raconteront plus tard qu'un ange serait apparu à Lazare, lui offrant un choix terrible. Remporter la victoire terrestre et régner sur un royaume éphémère, ou accepter la défaite et gagner le royaume céleste éternel. Lazare aurait choisi le martyre. Cette histoire, créée après les événements, deviendra centrale dans la mythologie nationale serbe. L'aube se lève sur le champ des merles, les deux armées sont en position. Le 15 juin, selon le calendrier julien, qui correspond au 28 juin du calendrier grégorien, est le jour de la Saint-Guy, Vidovdan en serbe. Cette date restera gravée dans la mémoire collective serbe. La bataille commence par un déluge de flèches ottomanes qui s'abat sur la cavalerie serbe. Les chevaliers chrétiens se préparent à la charge. Ils se disposent en formation de coin, une tactique classique destinée à percer les lignes ennemies. Le signal est donné. La cavalerie serbe s'élance. Le choc est terrible. Les chevaliers serbes réussissent à enfoncer l'aile gauche ottomane commandée par Yacoub. Les Anatoliens plient sous la pression. Mais le centre et l'aile droite tiennent bon. Les janissaires, ces fantassins d'élite, forment un mur infranchissable. La cavalerie de Bayezid contre-attaque avec violence. Le combat s'enlise. Les pertes sont effroyables des deux côtés. Les corps s'entassent sur le champ de bataille. La chaleur de juin rend l'affrontement encore plus éprouvant. Les chevaux hennissent, les épées s'entrechoquent, les cris des blessés emplissent l'air. Aucun camp ne parvient à prendre l'avantage décisif. Selon la tradition serbe, c'est à ce moment qu'intervient Miloš Obilić. Ce chevalier serbe, accusé de trahison par Vuk Branković lors du banquet de la veille, décide de prouver sa loyauté par un acte héroïque. Il quitte les lignes chrétiennes et se dirige vers le camp ottoman. Les différentes versions de l'histoire divergent sur les détails, mais toutes s'accordent sur l'essentiel. Obilić va tuer le sultan. Miloš Obilić se fait passer pour un déserteur. Les Ottomans, voyant un chevalier serbe venir vers eux, le conduisent devant Murad. Le sultan, au milieu de la bataille, inspecte la situation. Obilić s'agenouille devant lui. Puis, dans un mouvement foudroyant, il sort un poignard qu'il avait dissimulé dans ses vêtements. Il frappe Murad à la gorge et au ventre. Le sultan s'effondre, mortellement blessé. Les gardes se jettent sur Obilić et le tuent immédiatement. Mais le mal est fait. Murad Ier, le conquérant des Balkans, l'homme qui a transformé l'Empire ottoman en puissance européenne, meurt sur le champ de bataille. C'est le seul sultan ottoman de l'histoire à périr ainsi. D'autres récits proposent une version différente. Selon certaines sources, Obilić se serait caché parmi les morts sur le champ de bataille. Quand Murad est venu inspecter les corps après la fin des combats, le chevalier serbe aurait bondi et l'aurait poignardé. D'autres encore affirment qu'Obilić s'est présenté dans la tente du sultan après la bataille, demandant une faveur, et en a profité pour commettre son acte.
La vérité historique reste obscure. Les sources contemporaines ne mentionnent pas le nom d'Obilić. Une lettre du Sénat florentin au roi Tvrtko, datée du 20 octobre 1389, confirme bien que Murad a été tué par un chevalier serbe, mais sans le nommer. Elle évoque 12 nobles serbes qui auraient percé les lignes ottomanes et atteint la tente du sultan. Le nom de Miloš Obilić n'apparaît dans les textes que bien plus tard, à la fin du XVe siècle. Certains historiens pensent même qu'il pourrait s'agir en réalité d'un chevalier hongrois. Qu'importe la vérité historique, l'assassinat de Murad est un fait avéré. Et Miloš Obilić, réel ou mythique, deviendra dans la tradition serbe le symbole du sacrifice ultime pour la patrie. Son acte transforme une défaite militaire en victoire morale. Il prouve que même face à un ennemi supérieur en nombre, l'honneur et le courage peuvent triompher. La nouvelle de la mort de Murad se répand rapidement parmi les Ottomans. C'est un choc terrible. Les soldats commencent à se débander. La victoire, qui semblait acquise, pourrait leur échapper. Mais Bayezid, le fils aîné du sultan, réagit avec une rapidité et une brutalité remarquables. Il prend immédiatement le commandement. Pour éviter toute guerre de succession, il envoie un messager à son frère Yacoub, qui commande toujours l'aile gauche. Le message est simple, venir le rejoindre immédiatement. Yacoub, qui n'a pas été informé de la mort de leur père, se rend sans méfiance à la tente de commandement de Bayezid. Dès que Yacoub entre, les gardes de Bayezid se jettent sur lui. Il l'étrangle devant son frère. C'est le premier fratricide de l'histoire ottomane, mais certainement pas le dernier. Cette pratique deviendra courante dans les successions impériales turques. Bayezid vient de s'assurer qu'aucun rival ne pourra contester son accession au trône. Il devient le sultan Bayezid Ier, surnommé Yıldırım, la foudre, pour son caractère impétueux et ses décisions rapides. Bayezid ordonne à ses troupes de reprendre le combat. Les janissaires, galvanisés par leur nouveau chef, se ressaisissent. Les Ottomans ont des réserves. Les Serbes, eux, ont engagé toutes leurs forces. La balance commence à pencher. Le prince Lazare combat vaillamment, mais son armée s'épuise. Les pertes sont catastrophiques. La noblesse serbe se fait massacrer. Les chevaliers tombent un par un. La résistance s'effrite progressivement face aux vagues successives d'assauts ottomans. À un moment de la bataille, Vuk Branković quitte le champ de bataille avec ses troupes. Les raisons de son départ restent débattues. La tradition serbe l'accusera longtemps de trahison. Elle dira qu'il a abandonné son beau-père pour sauver sa propre vie, causant ainsi la défaite de l'armée chrétienne. Cette version sera solidement ancrée dans les épopées populaires, faisant de Branković l'archétype du traître. Les historiens modernes proposent une interprétation différente. Branković aurait quitté le champ de bataille après avoir appris la mort de Lazare, comprenant que la cause était perdue. Son départ visait à préserver au moins une partie des forces serbes pour continuer la lutte ultérieurement. Effectivement, après la bataille, Branković résistera avec acharnement aux Ottomans jusqu'à sa capture. Quoi qu'il en soit, la résistance serbe s'effondre. Lazare est capturé vivant ou tué dans les derniers combats. Les sources divergent. Selon certains récits, il aurait été fait prisonnier et décapité sur ordre de Bayezid. Selon d'autres, il serait tombé l'épée à la main. Avec lui périssent la plupart des nobles serbes. La fleur de la noblesse serbe disparaît en une seule journée. Le combat a duré toute la journée, près de 8 heures d'affrontements continus. Quand le soir tombe, le champ des merles est jonché de cadavres. Les deux armées sont décimées. Les pertes sont effroyables des deux côtés. Mais les Ottomans, malgré leurs pertes, restent maîtres du terrain. Les survivants serbes doivent battre en retraite. La mort simultanée des deux chefs rend difficile l'interprétation immédiate de la bataille. À Paris, un Te Deum est chanté à Notre-Dame en présence du roi Charles VI pour célébrer une supposée victoire chrétienne. Le roi bosniaque Tvrtko Ier annonce aussi la victoire dans plusieurs lettres aux cités italiennes. L'Europe chrétienne croit un moment que les Ottomans ont été repoussés. Mais la réalité est tout autre. Les Turcs ont gagné. Bayezid fait décapiter tous les nobles serbes capturés. C'est un massacre. Le nouveau sultan veut terroriser ses ennemis et montrer sa puissance. Pourtant, il ne peut pas exploiter immédiatement sa victoire. La mort de Murad et le meurtre de Yacoub ont ébranlé l'autorité de Bayezid.
Il doit rentrer dans ses terres pour consolider son pouvoir, rassurer ses vassaux et empêcher toute révolte. Les Ottomans ne pénètrent donc pas plus avant en Serbie dans l'immédiat, mais leur victoire stratégique est évidente. L'armée serbe a cessé d'exister. La Serbie a perdu presque toute sa noblesse et sa force militaire en une seule bataille. La principauté de Lazare est exsangue. Elle n'a plus les moyens de résister efficacement. Stefan Lazarevitch, le fils de Lazare, n'a qu'une dizaine d'années. C'est sa mère Milika qui assure la régence. Dès 1390, elle comprend que la résistance est impossible. Elle négocie avec Bayezid et accepte que la Serbie devienne un État vassal de l'Empire ottoman. En échange d'une large autonomie, les Serbes doivent payer un tribut annuel et fournir des contingents militaires au sultan. Pour sceller cet accord, Bayezid épouse Olivera Despina, une fille de Lazare. Stefan Lazarevitch devient le beau-frère et le vassal du sultan. Cette subordination n'est pas qu'une formalité. Stefan devra participer à de nombreuses campagnes ottomanes. En 1396, ses troupes combattront aux côtés de Bayezid lors de la bataille de Nicopolis contre une armée de croisés européens. Les Serbes, qui luttaient pour leur indépendance 7 ans plus tôt, se retrouvent à servir le conquérant turc. La vassalité ne signifie pas encore l'annexion complète. Pendant plusieurs décennies, la Serbie conserve une autonomie relative. Stefan Lazarevitch, grâce à ses services loyaux envers les Ottomans, parvient même à agrandir son territoire. Il récupère une partie des terres de Vuk Branković, qui avait rejoint une coalition anti-ottomane et fut capturé et emprisonné jusqu'à sa mort. Mais cette semi-indépendance reste précaire. Elle dépend entièrement du bon vouloir du sultan. Quand Bayezid est vaincu et capturé par Tamerlan à la bataille d'Ankara en 1402, la Serbie connaît un bref répit. L'Empire ottoman entre dans une période de troubles appelée l'interrègne. Les fils de Bayezid se déchirent pour le pouvoir. Stefan en profite pour renforcer sa position. La situation change radicalement quand Mehmed Ier, puis surtout son successeur Murad II, consolident à nouveau l'Empire ottoman. Les concessions faites aux vassaux chrétiens prennent fin. La pression turque sur la Serbie s'intensifie. Malgré plusieurs tentatives de résistance en collaboration avec les Hongrois, le despotat serbe ne peut plus repousser la marée ottomane. En 1439, Smederevo, la capitale du despotat serbe, est assiégée. La ville résiste, mais les Ottomans occupent déjà la majeure partie du territoire. En 1454, le sultan Mehmed II, surnommé le Conquérant, celui qui prendra Constantinople l'année suivante, lance une offensive massive contre les dernières possessions serbes. Le despotat de Serbie et le despotat des Branković tombent sous contrôle ottoman direct. Le coup de grâce intervient en 1459. Smederevo tombe après un nouveau siège. Le dernier despotat serbe indépendant disparaît. La Serbie médiévale cesse d'exister. 70 ans exactement après Kosovo, l'indépendance serbe prend fin. Les Turcs contrôlent désormais totalement les Balkans. Ils peuvent désormais tourner leur attention vers la Hongrie et l'Europe centrale. La conquête ottomane marque le début d'une période sombre pour les peuples chrétiens des Balkans. Les Serbes, comme les Bulgares, les Grecs et les Albanais, deviennent des sujets de l'Empire ottoman. Cette domination durera près de 5 siècles, jusqu'au début du XXe siècle. Le système ottoman impose des contraintes lourdes aux populations chrétiennes. Le devshirme, déjà instauré par Murad Ier, enlève régulièrement des enfants chrétiens à leur famille pour en faire des janissaires ou des administrateurs. Ces garçons, convertis de force à l'islam et élevés dans l'adoration du sultan, formeront l'élite militaire et administrative de l'Empire. Beaucoup de mères serbes vivront dans la terreur de voir leurs fils arrachés à leur foyer. Les chrétiens doivent payer des impôts plus élevés que les musulmans. La djizya, taxe imposée aux non-musulmans, pèse sur les familles. Les conversions à l'islam sont encouragées par des avantages fiscaux et sociaux. Même si les Ottomans ne pratiquent généralement pas les conversions forcées massives, la pression économique et sociale pousse de nombreux Serbes à abandonner leur foi. Les églises et monastères serbes subissent des restrictions. La construction de nouveaux édifices chrétiens est souvent interdite. Les cloches d'église ne peuvent sonner. Les chrétiens doivent se vêtir différemment des musulmans. Ils ne peuvent témoigner contre un musulman devant un tribunal.
Cette discrimination légale fait d'eux des citoyens de seconde zone dans leur propre pays. L'élite serbe disparaît progressivement. Les nobles sont soit tués, soit assimilés, soit exilés. La structure sociale traditionnelle s'effondre. Seule l'Église orthodoxe serbe maintient une certaine continuité culturelle. Les monastères deviennent les gardiens de la langue, de l'histoire et de l'identité serbe. Sans eux, la nation serbe aurait pu disparaître complètement. Les terres serbes sont redistribuées aux colons turcs et aux convertis. Le système des timars transforme les paysans serbes en métayers sur leurs propres terres. Les migrations de population modifient la démographie de la région. Des Turcs s'installent en Serbie, tandis que certains Serbes fuient vers la Hongrie et l'Autriche. Le Kosovo, théâtre de la bataille fatale, voit sa population se transformer progressivement. L'histoire des Balkans sous domination ottomane n'est pas qu'une succession de soumissions. Des révoltes éclatent régulièrement. Des héros locaux tentent de secouer le joug turc. En Albanie, George Kastriota, plus connu sous le nom de Skanderbeg, résiste pendant des décennies. Enlevé enfant par les Ottomans et élevé comme musulman, il retourne au christianisme à l'âge adulte et mène une guerre d'indépendance acharnée de 1443 à 1468. En Valachie, en Transylvanie, en Moldavie, des princes chrétiens s'opposent aux Ottomans avec des succès variables. Jean Hunyad, originaire de Transylvanie, affronte le sultan Murad II du 17 au 19 octobre 1448 sur le lieu même de la bataille de Kosovo. Il est vaincu, mais sa résistance inspire les chrétiens des Balkans. Son fils Mathias Corvin, roi de Hongrie, continuera la lutte contre les Turcs. Les Serbes eux-mêmes ne cessent jamais complètement de résister. Des chefs locaux, des bandits patriotes qu'on appelle haïdouks, des prêtres rebelles maintiennent vivante la flamme de l'indépendance. Ces hommes vivent dans les forêts et les montagnes, attaquant les convois turcs, libérant les prisonniers chrétiens, redistribuant le butin aux paysans pauvres. Ils deviennent des héros populaires, célébrés dans les chants et les légendes. En 1594, une grande révolte serbe éclate. Le patriarche Jovan et ses frères orthodoxes appellent les chrétiens à se soulever contre les Ottomans. Des milliers de Serbes prennent les armes. Ils s'allient avec les Autrichiens et les Moldaves. Pendant un moment, il semble que l'indépendance soit à portée de main. Mais le sultan Murad III écrase la rébellion avec une brutalité extrême. Les Turcs brûlent les monastères, massacrent les populations et surtout commettent un acte qui restera gravé dans la mémoire serbe. Ils déterrent les reliques de Saint Sava, le fondateur de l'Église orthodoxe serbe, et les brûlent publiquement à Belgrade sur le plateau de Vračar. Ce sacrilège vise à briser moralement le peuple serbe. Au début du XVIIe siècle, une nouvelle guerre éclate entre l'Autriche et l'Empire ottoman. L'empereur Léopold Ier lance une offensive contre les Turcs. Les Serbes voient là une opportunité de libération. En 1689, le patriarche Arsenije III Tcharnojević appelle les Serbes à se joindre aux Autrichiens. Des dizaines de milliers de Serbes répondent à l'appel et prennent les armes contre leurs maîtres ottomans. Les troupes autrichiennes, commandées par le général Enea Silvio Piccolomini, pénètrent profondément en territoire ottoman. Ils atteignent Skopje et même Kosovo-Polje, le lieu même de la bataille de 1389. Les Serbes les accueillent comme des libérateurs. Pendant quelques mois, il semble que la domination ottomane touche à sa fin. Mais les Autrichiens ne peuvent de maintenir leur gain. Une épidémie de choléra décime leurs troupes. Le général Piccolomini lui-même meurt de la maladie. Les Ottomans contre-attaquent avec vigueur. En octobre 1690, les Autrichiens doivent battre en retraite. Ils abandonnent les Serbes qui les avaient soutenus. Les Serbes qui ont combattu contre les Ottomans savent ce qui les attend s'ils restent: la torture, l'exécution, l'esclavage. Le patriarche Arsenije III prend alors une décision dramatique. Il organise une migration massive vers le nord, vers les terres contrôlées par l'Autriche. Entre 30 000 et 40 000 familles serbes, soit environ 200 000 à 300 000 personnes, quittent leurs foyers ancestraux et partent vers l'exil. Cette première grande migration serbe marque profondément le peuple.
Des régions entières se vident de leur population chrétienne. Le Kosovo, déjà partiellement islamisé, voit partir une grande partie de ses habitants serbes. Des Albanais musulmans s'installent sur les terres abandonnées. Cette transformation démographique aura des conséquences durables, créant les conditions des conflits futurs dans la région. Les Serbes qui s'installent en Autriche fondent de nouvelles communautés. L'empereur leur accorde certains privilèges en échange de leur service militaire à la frontière de l'Empire. Il crée la Voïvodine, une région qui conservera une forte identité serbe. Mais l'exil est douloureux. Les chants populaires serbes évoquent encore aujourd'hui la nostalgie de ces familles arrachées à leur terre natale. Une seconde grande migration aura lieu en 1737 à 1739 pour les mêmes raisons. Cette fois, c'est le patriarche Arsenije IV Jovanović Chakabenta qui mène l'exode. Encore 40 000 familles quittent les terres serbes pour l'Autriche. Le Kosovo se vide encore davantage de sa population serbe. La terre où Lazare a combattu et est mort pour l'indépendance serbe devient progressivement une terre albanaise. Pendant près de 4 siècles, la Serbie reste sous domination ottomane. Mais au début du XIXe siècle, les vents de la modernité soufflent sur l'Europe. La Révolution française, les guerres napoléoniennes, l'affaiblissement progressif de l'Empire ottoman créent de nouvelles opportunités pour les peuples asservis. En 1804, une insurrection serbe éclate. Ce n'est pas, au début, une révolte contre le sultan lui-même, mais contre les janissaires locaux qui terrorisent la population. Ces janissaires, appelés les daïs, ont tué le gouverneur ottoman et règnent par la terreur. Ils assassinent des notables serbes lors d'un massacre connu sous le nom de Seča Knezova, le massacre des princes. Un marchand de porc nommé Đorđe Petrović, surnommé Karađorđe, prend la tête du soulèvement. La première insurrection serbe dure jusqu'en 1813. Les rebelles serbes remportent des victoires surprenantes. Ils reprennent Belgrade en 1806. Ils créent un embryon de gouvernement autonome. Pendant quelques années, une Serbie presque indépendante renaît. Mais les Ottomans, après avoir signé la paix avec la Russie, se retournent contre les Serbes et écrasent la rébellion. Karađorđe doit s'enfuir en Autriche. En 1815, une seconde insurrection éclate, menée cette fois par Miloš Obrenović. Plus diplomate que Karađorđe, Obrenović négocie avec le sultan Mahmoud II. En 1817, la Serbie obtient une autonomie de facto. Obrenović devient prince héréditaire. En 1830, le sultan reconnaît officiellement l'autonomie serbe. Ce n'est pas encore l'indépendance complète, mais c'est un pas décisif. Pour la première fois depuis 1459, une entité politique serbe existe à nouveau. L'autonomie se transforme progressivement en indépendance de fait. En 1867, le prince Michel Obrenović obtient le retrait des dernières garnisons ottomanes de Serbie. Le pays est désormais maître de son territoire, même s'il reste nominalement vassal du sultan. En 1878, au congrès de Berlin qui suit la guerre russo-turque, les grandes puissances européennes reconnaissent officiellement l'indépendance de la Serbie. 426 ans après la chute de Smederevo, les Serbes retrouvent leur liberté. Pendant les siècles de domination ottomane, la bataille de Kosovo est devenue le mythe fondateur de l'identité serbe. Les bardes populaires ont transformé l'événement historique en épopée. Les poèmes épiques serbes, transmis oralement de génération en génération, raconte la bataille avec des embellissements héroïques et tragiques. Dans ces chants, le prince Lazare devient un martyr christique qui choisit consciemment la défaite terrestre pour gagner le royaume céleste. Miloš Obilić devient le héros absolu, prêt à sacrifier sa vie pour tuer le tyran. Vuk Branković devient le traître archétypal, le Judas serbe qui livre son peuple par lâcheté ou ambition. Ces interprétations ne sont pas historiques, mais elles ont façonné la conscience nationale serbe. La Singhi, le Vidovdan, devient la date sacrée du calendrier serbe. C'est le jour où le peuple serbe a tout perdu pour préserver son honneur. Cette mythologie joue un rôle crucial dans le maintien de l'identité serbe pendant les siècles d'occupation. Quand tout espoir politique semble perdu, le mythe de Kosovo rappelle aux Serbes qu'ils forment un peuple avec une histoire glorieuse, qu'ils ont combattu vaillamment pour leur liberté
et qu'un jour, ils la retrouveront. L'Église orthodoxe serbe canonise le prince Lazare. Ses reliques deviennent des objets de vénération. Les monastères conservent les manuscrits qui racontent la bataille. Les fresques représentent les héros de Kosovo. La bataille devient une référence constante dans la culture serbe. Les poètes, les écrivains, les artistes y reviennent sans cesse. Au XIXe siècle, quand la Serbie retrouve son indépendance, le mythe de Kosovo sert de ciment national. Vuk Karadžić collecte et publie les chants épiques populaires. Ces textes deviennent des classiques de la littérature serbe. Petar II, Petrović Njegoš, prince-évêque du Monténégro et poète, écrit La couronne de montagne, une œuvre qui fait de Kosovo le symbole de la résistance contre l'oppression. Le 28 juin 1914, exactement 525 ans après la bataille de Kosovo selon le calendrier julien, Gavrilo Princip assassine l'archiduc François-Ferdinand d'Autriche à Sarajevo. Le choix de cette date n'est pas un hasard. Princip et ses complices sont des nationalistes qui vénèrent le mythe de Kosovo et s'identifient à Miloš Obilić. Ils voient dans l'archiduc autrichien l'équivalent moderne du sultan ottoman. Leur acte déclenche la Première Guerre mondiale. Les historiens modernes ont progressivement démêlé la réalité historique du mythe. Ils ont montré que la bataille de Kosovo n'était ni une victoire ni une défaite claire. C'était une bataille indécise où les deux camps ont subi des pertes catastrophiques. Les Ottomans ont gagné stratégiquement parce qu'ils pouvaient reconstituer leurs forces, alors que les Serbes ne le pouvaient pas. Lazare n'a probablement pas choisi consciemment le martyre. Il a combattu pour gagner, comme tout chef militaire. Son sacrifice n'était pas mystique, mais militaire. La décision de combattre à Kosovo était stratégique, pas religieuse. L'interprétation christologique de sa mort est une construction ultérieure. Vuk Branković n'était probablement pas un traître. Son départ du champ de bataille peut s'expliquer par des raisons tactiques. Après Kosovo, il a continué à résister aux Ottomans pendant des années, ce qui serait étrange pour un traître. Sa diabolisation dans les chants populaires reflète les querelles dynastiques postérieures entre sa famille et celle de Lazare. Le mythe de Miloš Obilić est encore plus problématique. Aucune source contemporaine ne le mentionne. Les premiers textes qui évoquent l'assassinat de Murad ne donnent pas de nom au chevalier serbe. Obilić apparaît dans les sources seulement 70 ans après la bataille. Certains historiens pensent qu'il pourrait être un personnage totalement légendaire, créé par les bardes populaires pour personnifier l'héroïsme serbe. Ces révisions historiques n'enlèvent rien à la portée réelle de la bataille. Kosovo a bien marqué le début de la fin de l'indépendance serbe. La noblesse serbe a bien été décimée. La domination ottomane a bien duré près de 5 siècles. Les Serbes ont bien souffert sous cette domination. Le mythe exagère, embellit, invente, mais il repose sur une tragédie historique réelle. La bataille de Kosovo résonne encore aujourd'hui dans les Balkans. Le Kosovo lui-même est devenu au XXe siècle le symbole des tensions entre Serbes et Albanais. Pour les Serbes, c'est le berceau de leur nation, la terre sacrée où leur prince est mort pour la patrie. Pour les Albanais, c'est leur terre ancestrale où ils forment désormais la majorité de la population. En 1989, pour le 600e anniversaire de la bataille, Slobodan Milošević prononce un discours sur le champ des Merles devant 1 million de Serbes. Il invoque le souvenir de la bataille pour justifier ses politiques nationalistes. Ce discours est considéré par beaucoup comme le point de départ des guerres qui déchireront la Yougoslavie dans les années 1990. Le mythe de Kosovo, qui avait servi à préserver l'identité serbe pendant l'occupation ottomane, est instrumentalisé pour attiser les haines ethniques. La guerre du Kosovo en 1998 à 1999 oppose les forces serbes aux combattants albanais de l'USK. Les bombardements de l'OTAN forcent finalement la Serbie à retirer ses troupes. En 2008, le Kosovo proclame son indépendance, reconnue par une grande partie de la communauté internationale, mais toujours contestée par la Serbie. Le conflit autour de ce territoire trouve ses racines lointaines dans la bataille de 1389. L'héritage de Kosovo va au-delà des frontières serbes. La bataille représente un moment charnière dans l'histoire européenne. Elle marque l'installation durable de l'Empire ottoman en Europe. Sans Kosovo, l'histoire des Balkans aurait été complètement différente.
Constantinople serait peut-être tombée plus tard, ou pas du tout. La Hongrie aurait peut-être résisté plus longtemps. Vienne n'aurait peut-être pas été assiégée en 1529 et 1683. Pour l'Europe chrétienne médiévale, Kosovo symbolise l'échec à contenir l'expansion musulmane. Les appels à la croisade lancés par les papes sont restés largement sans réponse. Les royaumes chrétiens, divisés par leur rivalité, n'ont pas su s'unir pour repousser la menace ottomane. Cette leçon résonnera pendant des siècles dans la conscience européenne. La bataille de Kosovo enseigne plusieurs leçons. D'abord, l'importance de l'unité face à une menace existentielle. La Serbie de 1389 était fragmentée en principautés rivales. Lazare a essayé de créer une coalition, mais les divisions persistantes ont affaibli l'effort de guerre. Si Étienne Douchan était encore vivant, si l'Empire serbe était resté uni, l'issue aurait peut-être été différente. Ensuite, la bataille montre comment un empire bien organisé peut vaincre des adversaires plus désorganisés, même s'ils se battent sur leur propre territoire. Les Ottomans avaient une administration centralisée, une armée professionnelle, des ressources considérables. Les Serbes dépendaient de levées féodales, de coalitions instables, d'alliances fragiles. Cette supériorité organisationnelle a fait la différence. La bataille illustre aussi la cruauté de la succession dynastique. Le fratricide commis par Bayezid sur son frère Yacoub montre à quel point le pouvoir ottoman reposait sur l'élimination impitoyable de tout rival potentiel. Cette pratique deviendra systématique. Mehmed III, en 1595, fera étrangler 19 de ses frères en une seule nuit pour sécuriser son trône. Enfin, Kosovo démontre comment une défaite militaire peut devenir une victoire culturelle. Les Serbes ont perdu la bataille et leur indépendance pendant 5 siècles. Mais le mythe de Kosovo a préservé leur identité nationale à travers ces siècles d'occupation. L'histoire est écrite par les vainqueurs, dit-on. Mais parfois, les vaincus écrivent leur propre histoire, et cette histoire devient leur force. Le 15 juin 1389 marque la fin du Moyen Âge balkanique. Avant cette date, la région était chrétienne, divisée entre royaumes rivaux, mais culturellement unis par la foi orthodoxe et les traditions byzantines. Après cette date, les Balkans deviennent progressivement une marche de l'Empire ottoman, un territoire de conquête où cohabitent chrétiens et musulmans. La bataille change aussi la nature de l'Empire ottoman. Jusque-là, les Ottomans étaient une puissance anatolienne qui faisait des incursions en Europe. Après Kosovo, ils deviennent irréversiblement un empire européen. Leur centre de gravité se déplace vers les Balkans. Leurs sultans concentrent leurs efforts sur la conquête de Constantinople, qu'ils prendront en 1453, puis sur la poussée vers l'Europe centrale. Pour les Serbes, Kosovo marque le début d'une nuit qui durera jusqu'au XIXe siècle. Pendant ces 500 ans, ils perdront beaucoup. Leur indépendance politique, une partie de leur territoire, une partie de leur population convertie à l'islam, leur place dans le concert des nations européennes. Mais ils garderont leur foi, leur langue, leur mémoire. Et c'est cette mémoire, cristallisée autour du mythe de Kosovo, qui leur permettra de renaître. La mort simultanée des deux rois sur le champ de bataille donne à l'événement une dimension presque shakespearienne. Murad, le conquérant apparemment invincible, est tué au moment de son triomphe. Lazare, le défenseur de la chrétienté, meurt en martyr. Leur mort symbolise la fin d'une époque et le début d'une autre. Le Moyen Âge cède la place à une nouvelle ère, où l'équilibre des puissances en Europe orientale sera radicalement transformé. Les deux souverains laissent des héritiers qui incarnent l'avenir de leurs peuples respectifs. Bayezid, impitoyable et ambitieux, construira sur les fondations posées par son père. Il conquérera une grande partie de l'Anatolie et des Balkans. Il assiégera Constantinople. Surnommé la Foudre pour sa rapidité, il semblera invincible jusqu'à sa défaite face à Tamerlan en 1402. Stefan Lazarevitch, lui, devra naviguer dans le monde complexe de la vassalité ottomane. Il servira loyalement Bayezid tout en préservant ce qu'il peut de l'autonomie serbe. Ces deux hommes, beaux-frères et vassals, incarnent la nouvelle réalité des Balkans après Kosovo. Le site de la bataille de Kosovo, le Champ des Merles, est aujourd'hui un lieu de mémoire. Un monument,
le Gazimestan, marque l'endroit où la bataille aurait eu lieu. Construit initialement par les Ottomans pour commémorer leur victoire, il a été reconstruit par les Serbes au XIXe siècle après leur indépendance. Le monument représente une tour de pierre surmontée d'une croix. Une inscription en vieux serbe rappelle le sacrifice de Lazare et de ses guerriers. Chaque 28 juin, des Serbes se rassemblent à Gazimestan pour commémorer la bataille. Des prêtres orthodoxes célèbrent des liturgies, des politiciens prononcent des discours, des poètes récitent les épopées de Kosovo. Pour beaucoup de Serbes, c'est un pèlerinage sacré, une façon de se connecter à leurs ancêtres et à leur histoire. Pour d'autres, c'est une commémoration politique, une affirmation de droits historiques sur le Kosovo. Les Albanais du Kosovo, eux, voient ces commémorations d'un œil méfiant. Pour eux, le Kosovo est leur patrie, où ils vivent depuis des siècles. Les références constantes à la bataille de 1389 leur semblent une tentative de nier leur présence légitime sur ce territoire. Le site de Gazimestan est ainsi devenu un lieu de tension, symbolisant les revendications contradictoires des deux peuples sur la même terre. La bataille de Kosovo de 1389 n'est pas qu'un événement du passé. Elle reste vivante dans la politique contemporaine des Balkans. Les mémoires historiques, les mythes nationaux, les revendications territoriales s'entremêlent. L'histoire devient argument politique. Le passé sert à justifier le présent. Et pendant ce temps, le chant des merles attend, silencieux témoin d'une tragédie vieille de plus de 600 ans dont les échos résonnent encore aujourd'hui.